Emmanuel Macron, il a fait à peu près 20 milliards de baisse d'impôts sur les 1% les plus riches avec la réforme de l'ISF, 4 milliards. Les 1% les plus riches, c'est des gens qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. Et on leur a offert 4 milliards de baisse de fiscalité. Puis il y a eu la flat tax. La flat tax, c'est une baisse d'impôt sur les revenus financiers. Les 10% les plus riches, c'est eux qui ont le plus de revenus financiers, hein, ce n'est pas les 10% les plus pauvres. Puis il y a eu la baisse d'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a eu 20 milliards de baisse d'impôt sur les entreprises et sur les plus riches. Et de l'autre côté, il y a eu 25 milliards de coupes sur la sphère sociale. La santé, l'assurance maladie et l'assurance chômage notamment. Donc là, on voit bien que ce qui a été donné d'un côté a dû être coupé de l'autre, et ce qui a été coupé de l'autre, c'est ça qui fait vivre les classes populaires, les plus pauvres. Hein. Enfin, vous savez pas, les aides sociales, c'est 70% du revenu des 10% les plus pauvres. Et de l'autre côté, on a baissé la fiscalité sur les plus riches et les grandes entreprises. Un cadre aujourd'hui qui débute, il débute à un peu plus de 2000 €. 80% des cadres trouvent leur premier, enfin en école de commerce plutôt, trouvent leur premier, ou en bac plus 5, économie-gestion, trouvent leur premier emploi en Ile-de-France. Et avec ce salaire-là, ils vivent dans un studio ou un 2 pièces. Donc vous pouvez leur dire, vous faites partie des 30% les plus riches en revenus. S'ils n'ont pas de patrimoine, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et de manière générale, quand on regarde le salaire ces 15 dernières années, hein, le salaire net, avec l'augmentation de l'immobilier, ces cadres-là sont plus pauvres. Et puis de l'autre côté, vous avez les habitants des banlieues et les habitants des territoires qui ont subi la mondialisation, l'austérité budgétaire, la financiarisation de l'économie, hein, on va en parler aujourd'hui dans votre reportage, et qui connaissent le chômage, la perte d'activité et donc la pauvreté. Donc en réalité, il faudrait que ces gens comprennent qu'aujourd'hui, beaucoup de partis les instrumentalisent pour qu'ils s'opposent. Aujourd'hui, la lutte des classes, c'est plus une lutte verticale, c'est une lutte horizontale entre pauvres, avec cette idée que si on retire des moyens à un délaissé, un autre délaissé va se sentir mieux. Ce qui est faux, en fait. La lutte doit être verticale pour une meilleure redistribution des richesses et contre le modèle économique tel qu'il fonctionne. Le jour où les gens auront intégré ça, quel que soit encore une fois, là où ils habitent, leur diplôme et ainsi de suite, ils se rendront compte que le salut se trouvera dans un autre modèle économique que celui qui est imposé depuis une trentaine d'années. Une grosse partie des gens qui touchent l'ISF, aujourd'hui, ce n'est pas la réussite, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, il vaut mieux bien être que réussir, hein, c'est plus simple. Et donc là, il se trompe. C'est pas la réussite. Quelques start-upers peut-être qui côtoient ont une réussite financière importante quand ils ont vendu leur entreprise. Mais quand on regarde le patrimoine français, c'est un patrimoine d'héritiers majoritairement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que rien dans sa baisse de fiscalité, dans sa réforme de l'ISF, n'est conditionné à l'investissement. Là, il dit que c'est comme si ça ruisselait tout de suite vers de l'investissement. Vous avez une baisse de fiscalité, vous récupérez 4 milliards, vous allez l'investir. Non, c'est faux. Dans la plupart des cas, vous achetez des actions sur le marché secondaire. Et donc, ça ne profite pas à l'entreprise ou à l'économie réelle, ça profite à celui qui vous vend les actions. Donc, l'argent va plus dans la spéculation, en fait, dans la finance, que dans l'investissement, dans l'économie réelle. Alors, il y a toujours un start-upper qu'on va trouver, je ne sais pas qui va mettre son argent, effectivement, dans l'économie réelle. Mais dans la majorité des cas, et les premiers rapports le prouvent, hein. Alors on dit que c'est trop tôt, mais bon, ce qu'il a fait, c'est pas nouveau, hein. Ça a été fait dans d'autres pays, et on a vu le résultat. Hein. Donc tout pense à croire, enfin tout prouve en tous les cas que cet argent va dans la financiarisation, et on rachète d'autres actions, et ça va pas dans l'économie réelle. Donc ce qu'il dit là, c'est son schéma qu'il a depuis le début, qu'il ne remet pas en cause malgré les études, qui est un schéma qui est complètement biaisé. Et il aurait dû conditionner, ce qu'il n'a jamais fait, il aurait dû conditionner le fait que la réforme de l'ISF, quand on a cette baisse de fiscalité, on soit obligé de le réinvestir, ce qui n'est pas le cas. Gaëlle, l'enfant, fait le lien entre le comportement qu'elle décrit et la façon dont Éric Zemmour parle des femmes. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes en fait, qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Car sur le sujet, M. Zemmour a une théorie bien particulière exposée en 2009 sur la chaîne KTO. Il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement, c'est classique, exactement, cet animal, oui, qui repose sur le papillonnage, qui repose sur la distinction entre l'acte sexuel et l'amour, et l'engagement, et qui repose sur l'absence de possessivité. On est d'accord ? Il y a un autre modèle, qui est le modèle que j'appelle féminin, qui repose sur la fidélité, le respect, l'amour et la possessivité. Et ces deux modèles antithétiques s'affrontent depuis toujours. Cette dialectique permanente explique, d'après moi, beaucoup mieux que
nos théories modernes sur la soumission de la femme, etc., l'histoire entre les hommes et les femmes. Une théorie sexiste et masculiniste qu'il répète partout. Qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense que en fait les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Éric Zemmour, porte-parole autoproclamé d'un soi-disant modèle français de galanterie et de séduction. Pour les féministes américaines, tous les usages de la galanterie française, les portes ouvertes, les après vous madame, les jeux de la séduction et du libertinage ne sont que l'habillage sournois du prédateur masculin pour enchaîner son esclave féminine. Éric Zemmour, bien sûr, opposé aux lois contre le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le fait d'avoir dans un atelier une photo de femme nue, c'est du harcèlement sexuel pour la nouvelle législation européenne. Le fait de faire une plaisanterie grivoise, c'est du harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà comme ça depuis longtemps. N'importe quoi. Éric Zemmour, Calimero de la masculinité, qui dit tout haut sur les plateaux télé ce que les hommes, les vrais, pensent tout bas. Éric Zemmour, sauf à accepter d'être catalogué comme réactionnaire ou pire encore comme ringard, peut-on exprimer de telles opinions dans les médias aujourd'hui ? On peut toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'on sera effectivement insulté, ostracisé, on choquera beaucoup, on sera sifflé parce qu'il y a toujours du public. Et ces propos-là, les derniers propos, ont d'ailleurs été tenus en 2005, l'année même où il aurait embrassé de force Gaëlle L'Enfant à l'université d'été du PS. Alors Gaëlle L'Enfant n'est pas la seule à rapporter de tels comportements. Sur Mediapart, Lénaïque Bredou, Marine Turchi et David Perrotin ont rapporté le témoignage d'autres femmes. Par exemple, la journaliste belge Aurore Van Opstal qui a apporté son témoignage après avoir lu celui de Gaëlle L'Enfant. Elle affirme qu'Éric Zemmour lui aurait caressé le genou avec sa main sous la table d'un café en 2019, remontant jusqu'à l'entrejambe. Il a fait 2 allers-retours. J'étais tétanisé, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je le connaissais depuis 3 minutes. Il avait 60 ans. J'en avais 29. Témoignage anonyme, celui aussi d'Anne, une jeune journaliste qu'il a rencontrée en 2005. Elle s'est replongée dans son journal intime après cette rencontre où elle écrivait « Il m'a demandé de le remercier autrement. S'est penché et m'a embrassé. Il a mis sa langue et tout. Je l'ai repoussé encore, mais pas assez franchement. Quand nous sommes sortis du café, il m'a réembrassé, je me suis laissé faire. J'étais paniqué quand je suis rentré. » Témoignage également d'anciennes salariées d'ITélé, l'ancêtre de CNews où Zemmour a longtemps officié, notamment celui de Nathalie, une maquilleuse, plaquée contre le mur selon son récit. « Mais tu comprends pas que j'ai envie de baiser avec toi », lui aurait dit Éric Zemmour. Et d'autres témoignages encore à retrouver dans l'article de nos confrères. Alors une précision, Éric Zemmour a bien évidemment été contacté avant la publication de l'enquête de Mediapart. Ce dimanche encore, avant la diffusion du témoignage de Gaëlle L'Enfant que vous venez de voir, des questions lui ont été adressées. Sa réponse, je ne répondrai pas dans vos colonnes, je ne vous répondrai pas. Tu t'es intéressé au sort de plusieurs fonderies en France en ce moment, et particulièrement une dans le Jura menacée de fermeture. Oui, alors les fonderies de France, c'est environ 14 000 emplois et depuis quelques mois, c'est une crise sociale à bas bruit. Fin 2020, la fonderie de Poitou a annoncé la fin de l'activité. 292 salariés sont concernés. Peu après, c'est le sort de la fonderie FVM de Villers-la-Montagne en Meurthe-et-Moselle qui inquiétait 130 salariés. Mêmes inquiétudes à la fonderie SAM de Viviers dans l'Aveyron. 364 salariés et des discussions avec un potentiel repreneur qui sont au point mort. Tout récemment, ce sont les 350 salariés des fonderies de Bretagne, propriété du constructeur Renault, mais qui veut vendre, qui se sont mobilisés. Et puis, autre dossier en cours, donc celui de MBF dans le Jura. Les quelques 250 salariés de l'entreprise seront fixés le 11 mai sur une éventuelle reprise. Alors, à Saint-Claude, nous nous sommes rendus avec Yumnik Kezouf. Saint-Claude, c'est la capitale de la pipe, comme en témoignent les poubelles publiques, mais c'est surtout une ville très très encaissée dans le Jura. Sur place, MBF est le principal employeur industriel. C'est une ville qui a déjà perdu 2 à 3 000 habitants en 10 ans, dont l'hôpital a été privé de sa maternité et de sa chirurgie, qui a vu une ligne de TER supprimée. Dans le centre-ville, on ne compte pas les commerces à vendre ou à louer. Bref, la ville n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle crise sociale, Mathieu. On y produit quoi dans cette fonderie ? Eh bien, c'est une fonderie, mais qui produit de l'aluminium. D'ailleurs, son nom, c'est MBF Aluminium. Laurent Crou, chargé de méthode sur place, nous a fait la visite. On y fabrique des pièces pour Renault et Stellantis, anciennement Peugeot, des pièces pour les moteurs et notamment, avec une toute nouvelle presse, des presses pour les moteurs hybrides. L'usine est occupée par ses salariés depuis 1 mois maintenant.
Le 27 avril, un nouveau rendez-vous a eu lieu au tribunal de commerce. Naël Yalcine, délégué CGT, nous résume la situation. Il y a bien une offre officielle qui a été déposée avec un volet social qui est de 229 salariés repris sur les 257 CDI. Et il y a une lettre d'intention d'un individuel, je vais dire, qui a fait sa carrière dans l'industrie, mais qui, lui, en fait, se laisse désirer pour pouvoir venir reprendre l'entreprise avec une casse à peu près 30% de l'effectif. Christiane Benoît, salariée de l'usine depuis 35 ans, dit sa crainte et surtout, elle accuse les constructeurs. Mais ils ne veulent pas nous donner de boulot, alors. Renault, PSA. S'ils ne nous donnent pas de boulot, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer comme ça. C'est dû à quoi, à votre avis, qu'ils ne vous donnent pas de boulot? Comment? Pourquoi ils ne vous donnent pas de boulot? Ah ça, j'en sais rien. Ouais, ils l'envoient en Espagne, à Perpète. Enfin là, puis n'importe comment, ils ne voulaient pas de notre patron. Enfin là, maintenant, on l'a plus. On s'en est débarrassé. L'avenir de l'usine, c'est surtout pour elle l'avenir des salariés dont certains, au bout d'une longue carrière sur place, n'envisagent pas une quelconque reconversion. Je ne voudrais pas que ça ferme parce que à Saint-Claude, c'est foutu. Si Manzoni ferme, la ville coule, on dit. Moi, j'aimerais finir ma carrière là, moi. Il vous reste combien de temps à peu près de carrière? Il faut que j'aille jusqu'à 62 ans. Là, j'aurai 59 ans. D'accord. Il faut que j'aille jusqu'à 62. Vous, si vous entendez parler de plan de reconversion et tout ça, ça vous parle pas vraiment, quoi? Je peux continuer, moi. Même si ça tient encore un an, faut que je fais un an, moi. Même s'ils me donnent un chèque pour partir, je pars pas. Non. Je finis ma carrière là, moi. Honnêtement, je ne sais pas du tout aujourd'hui dans quoi me reconvertir. Quand je vais avoir 52 ans, voilà, je suis un peu... ben voilà. C'est la grande question. Aujourd'hui, si MBF ferme, c'est la dernière grosse entreprise qui est plus là. 300 personnes à la porte, ce sera 1000 emplois induits qui seront supprimés dans la vallée, donc ça sera un drame. Ouais. La semaine à venir jusqu'au 11 mai risque donc d'être tendue, comme en témoigne l'ambiance à l'AG de mercredi dernier. Il faut hausser le ton, ça ne veut pas dire d'être violent, hausser le ton, mais si à un moment donné, pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter par nos dirigeants, s'il faut en arriver là, j'aurais tendance à vous dire, il faut qu'on y aille. S'il faut aller péter les carreaux de la préfecture pour pouvoir se faire écouter, je ne sais pas s'il faudra le faire, mais voilà. Faudrait peut-être passer à une étape au-dessus. Naïd, il est un peu diplomate, mais moi je vais le dire plus brutalement. S'il faut casser, il faut qu'on casse. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout, on ira. S'il faut péter la préfecture, on le fera. Enfin, quand je dis péter, c'est leur balancer les pièces, hein, c'est pas une bombe. Voilà, commençons par des œufs, des tomates. Christophe, que fait le gouvernement ? Eh bien, il a tenu le 26 avril une réunion à Bercy avec les principaux acteurs de la filière. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la mise en place d'un fonds de 50 millions d'euros pour aider à la reconversion des salariés de l'ensemble du secteur automobile, avec un maître mot, l'anticipation. Nous allons donc mettre en place un plan d'action spécifique qui doit servir de modèle pour l'ensemble des évolutions industrielles, avec un maître mot, anticiper et ne pas subir. D'ordinaire, nous sommes les champions en France pour laisser venir les difficultés, les subir, avoir ensuite une armée de plans sociaux qui créent beaucoup de dégâts sociaux partout sur le territoire. Là, nous savons qu'il va y avoir des difficultés, nous les anticipons et nous faisons le maximum pour protéger les salariés, ne pas subir et donner à la fonderie française la capacité à se réinventer et à se projeter vers l'avenir. Sauf que pour les salariés, ce n'est pas vraiment une question d'anticipation dans cette affaire. On écoute Naël Yalcine lors de l'AG. 50 millions, là, c'est pour reconvertir les salariés de la fonderie dans d'autres métiers, pour vous accompagner dans la mobilité. Malheureusement, ça veut dire quoi? C'est significatif qu'ils ont acté
Je suis désolé de le dire comme ça, mais le fameux projet Roland Berger qui prévoit la suppression de 5200 emplois à horizon 2025, c'est pour financer ce méga plan social à l'échelle nationale. D'accord ? Et on le répète, on le redit, nous les salariés d'MBF, en tout cas les salariés au plus large de la filière fonderie, pensent qu'ils ont encore un avenir. Et ce n'est pas de l'argent qu'on veut, ce n'est pas des mesures d'accompagnement, c'est des volumes. Et ces volumes-là, c'est Renault, c'est PSA, c'est d'autres fabricants qui vont nous le donner. Même son de cloche pour Laurent Crou. Le fonds qui a été voté, qui semblerait être pour nous permettre de reconvertir certaines fonderies. Nous, on n'a pas à être reconvertis puisqu'on est déjà dans l'aluminium léger. Eh ben, on a plutôt l'impression que c'est juste pour aider les salariés au départ et puis voilà, pour éventuellement se convertir dans autre chose. Alors, il y a deux versions. Qui dit vrai, le gouvernement ou les salariés ? La balance penche plutôt, Mathieu, du côté des salariés, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, comme les constructeurs, s'appuie sur une étude réalisée en juin dernier qui porte sur la filière. C'est le fameux rapport Berger qui n'est pas encore rendu public, mais que nous nous sommes procurés. Et il a le mérite d'être clair. C'est à la page 15. Il faut, selon le cabinet, consolider le secteur avec 2 champions. Et surtout, il faut le faire dans les 3 ans. Et, je cite, accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. L'objectif de cette consolidation, elle est simple, c'est de sauver 2500 emplois sur les 5200 qui seraient détruits selon l'étude si l'on ne fait rien. Plus loin, page 19, le cabinet Berger estime que ces 2 champions devront répartir leur site entre la France, pour environ 40% de la production, l'Allemagne pour 5% et c'est dit tout à fait explicitement dans le document, le reste dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, Portugal, Pologne, Bulgarie, République tchèque. En bref, la solution Berger semble douloureuse mais imparable et c'est bien ce que reproche Naïl Yalcin à ce rapport. Cette étude, elle dit tout simplement qu'en France, au niveau de la fonderie, il y a trop d'usines, il y a une surcapacité de production et qu'il faut fermer des usines pour pouvoir, en tout cas, répondre au marché français, alors que c'est totalement faux. Le marché français a de l'avenir. Il suffit uniquement que les constructeurs français décident de relocaliser de l'activité. Et en tout cas, c'est une des questions que nous avons posées aux réalisateurs de cette étude-là, en disant quel serait le niveau de capacité en France si les constructeurs français relocalisaient de l'activité. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions-là. Aux États-Unis, le 46e président Joe Biden vient de fêter les 100 jours de sa présidence. Pendant des années, Joe Biden, 78 ans, c'était l'incarnation du vieux parti démocrate centriste, surtout parfois même conservateur. En France, notre président Emmanuel Macron, lui, s'était dépeint pendant sa campagne en chantre de la modernité, une sorte de Kennedy français. Eh bien, en 3 mois de présidence, le vieux Biden a annoncé des mesures majeures, plus à gauche que ce que l'on attendait de lui, ringardisant Emmanuel Macron, mobilisant en tout cas un imaginaire plus progressiste que lui. On va prendre quelques exemples. Le premier, nous sommes le 28 avril, premier discours de Joe Biden devant le Congrès et des annonces importantes. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. And the IRS is going to crack down on millionaires and billionaires who cheat on their taxes. My fellow Americans, trickle down economics has never worked. Taxer à nouveau les très riches, donc supprimer des impôts pesant sur les classes moyennes. De ce côté de l'Atlantique, c'est la défense des premiers de cordée. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement ? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Je ne crois pas au ruissellement, nous dit Emmanuel Macron. C'est pourtant le sens de sa politique. Dès 2017, il défendait ainsi la suppression de l'impôt sur la fortune. Quel était le résultat de l'ISF tel qu'on l'avait ? Celles et ceux qui étaient en train de réussir partaient et on a perdu beaucoup de talents. Pas tous. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Depuis, il l'a fait et il n'a aucun regret. Écoutez-le, c'était la semaine dernière. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Et vous voyez que tout se tient. Et cette crise, elle révèle quoi ? Qu'on aurait simplement dû faire 10 ou 15 ans plus tôt ce que nous avons fait. Autre exemple, le climat. Là encore, des mots et une attitude bien différentes. Lorsque Trump, le climato-sceptique, était au pouvoir, Macron pouvait à bon compte troller le méchant Donald. Make
our planet great again. Tout ça en anglais. Depuis, Joe Biden a annoncé un grand plan climat avec des millions d'emplois verts. That's why I propose the American Jobs Plan, a once-in-a-generation investment in America itself. This is the largest jobs plan since World War II. Un plan alors quand même limité, problématique même à certains égards, mais tout de même salué par de nombreux activistes du climat qui parlent d'efforts historiques. Macron, lui, a renoncé à l'essentiel des mesures de la Convention citoyenne sur le climat. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je, dans la période si tendue qu'on connaît. Je préfère pas prendre même ces comparaisons. Et il passe son temps à caricaturer les écologistes. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Dernier exemple, Biden réhabilite l'État et annonce une relance après 4 décennies, il faut le dire, de libéralisme sauvage aux États-Unis. Un plan de 2000 milliards contre la pandémie, le plan climat dont on a parlé, le plan emploi, lui aussi doté de montants spectaculaires. En France, Macron, lui, s'en prend au modèle social. Tout le système social, on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Biden réhabilite la classe moyenne longtemps négligée aux États-Unis, même par son parti, et il parle même des syndicats. But Wall Street didn't build this country. The middle class built the country. And unions built the middle class. Et reconnaissons-le, ça fait franchement longtemps qu'on n'a pas entendu un hommage aux syndicats dans la bouche du président français. Alors bien sûr, tout cela, ce sont des mots. Joe Biden n'est qu'au début de son mandat. Il n'est pas sûr qu'il puisse faire voter toutes ces réformes. Et son CV, très centriste, peut nous faire douter. En tout cas, dans les mots utilisés, dans l'imaginaire convoqué, le vieux Biden muscle son côté progressiste. Macron, lui, muscle ses alliances à droite et commence vraiment à sentir la naphtaline. Le nudge, c'est une incitation. On influence, on va essayer, c'est de l'économie comportementale, donc c'est un outil qui permet d'influencer les individus. On va les inciter à aller dans telle ou telle direction. Et là, pendant la pandémie, on a aussi eu des nudges communicationnels, donc des termes qui ont été employés, qui ont été mis en avant pour nous influencer à adopter les fameux gestes barrières. Là, l'intention est de nudger pour le bien. Le problème derrière, c'est qu'on nie la rationalité des individus. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en début de crise, on se dit il n'y a pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, rien du tout, pas de vaccin, rien du tout. Il faut bien adopter de nouveaux comportements. On a changé notre vie en début de pandémie. Oui, là, on pallie vraiment les défaillances de l'État à ce moment-là. Exactement. Et c'est utile. Et pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Ce qui est problématique avec le nudge, c'est qu'on part du principe que les individus n'ont pas de rationalité. C'est l'inverse de l'économie classique, selon laquelle l'homo economicus est un homme rationnel qui prend des décisions parfaitement informées, etc. L'économie comportementale part du principe inverse, que l'individu est irrationnel, il est biaisé, il est soumis à ses émotions et que donc il n'est pas capable de prendre de bonnes décisions par lui-même. Et c'est pour ça que les créateurs, les concepteurs du nudge, Richard Thaler et Cass Sunstein, parlent de paternalisme libertarien. Donc c'est un concept un peu barbare comme ça, mais qui signifie en fait qu'on agit, les gouverneurs agissent en bons pères de famille et essaient d'influencer pour le bien des individus irrationnels et donc en les infantilisant. On s'adresse à eux comme s'ils étaient des enfants. Attention, si vous ne respectez pas les gestes barrières, vous allez être responsable et entièrement responsable des contaminations. Et donc, on va vous supprimer les vacances d'été, on va vous interdire de circuler et de passer les fêtes de Noël en famille. Donc, on a cette idée de vice qu'on sert et qu'on dessert sans cesse et qui est très infantilisante, alors qu'on pourrait très bien s'adresser à la rationalité des individus, leur expliquer, les informer, leur dire la situation est gravissime, voilà ce qui se passe dans les hôpitaux et prenons tous nos responsabilités, mais avec derrière l'État qui joue son
L'islamo-gauchisme, c'est un peu un gadget, quoi. C'est un peu un gadget pour la classe politique, une partie, disons, des intellectuels ou du monde académique. Parce que bon, moi, l'islamo-gauchiste, je sais pas si vous en connaissez, mais je n'ai jamais rencontré un seul, quoi. Et bon, ça fait partie un petit peu d'une espèce de tradition, d'une certaine droite à la fois respectable, mais en même temps assez extrême, quoi, qui déjà dans le temps, bon, vous expliquez que à l'école, on n'enseignait plus la grammaire française, que tous les profs, l'instituteur ne faisait plus que des cours de marxisme, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Voilà, bon, et bon, maintenant, c'est devenu le fait que, disons, dans les facs, il n'y a plus finalement que des thèses, disons, décoloniales, c'est-à-dire probablement islamistes, et ainsi de suite. Voilà, non, il y a une espèce de toute façon, il y a une sorte de dévalorisation systématique, et depuis déjà 20 ans, 30 ans, de tout ce qui a été un petit peu, disons, les combats ou révolutionnaires ou progressistes. Bon, finalement, révolution française, bon, bien sûr, révolution soviétique, mais aussi même, bon, la résistance même a commencé à être questionnée. Bon, l'anticolonialisme, bon, c'est devenu du racisme anti-blanc, et maintenant, l'anticolonialisme, c'est devenu de l'islamo-gauchisme, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment, toujours accompagnant, encore une fois, ce mouvement de creusement des inégalités, une espèce de radicalisation qui touche, y compris une classe, disons, supposée éclairée, libérale, etc., quoi. Il y a eu la loi confortant les principes de la République, la loi séparatiste. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette loi ? Elle m'inspire beaucoup de réflexions. La première réflexion, c'est que, bon, dans le temps, on disait que des lois, si vous voulez, c'était des choses qui réglaient un petit peu la vie de la société en général, quoi. Et maintenant, on voit de plus en plus des lois qui sont censées répondre à des circonstances précises, viser des cibles précises et finalement viser des populations précises, quoi. Bon, voilà, on a grandi un petit peu, là. C'était justement à l'époque l'idéologie républicaine, mais républicaine dans le temps, quoi. Avec l'idée que la loi n'avait toujours un objet général, quoi, que la loi, c'était pas fait pour régler des problèmes particuliers. Bon, ça concerne le mode de vivre d'une société dans son intégralité, quoi. Or, bon, qu'est-ce qu'on voit maintenant, effectivement, c'est que il y a ce crime qui est un crime horrible. Bon, je le dis, j'ai même des gens qui ont considéré que en le disant, je faisais véritablement une concession inadmissible à l'ennemi. Mais enfin bon, je maintiens que c'est un crime absolument horrible. Mais cela dit, on sait très bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à passer à l'acte et à tuer au nom de l'islam, quoi. On sait aussi que des gens sont quand même minoritaires par rapport à l'ensemble de la population de confession musulmane, quoi. Ce qui veut dire que si on veut vraiment lutter contre ça, il faut essayer au maximum de désolidariser, disons, la population musulmane de confession musulmane dans son ensemble, disons, de ces petites franges effectivement dangereuses et effectivement criminelles, quoi. Or, il me semble que ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on a fait une loi qui est faite spécifiquement vraiment pour les musulmans, et une loi comme ça qui multiplie une série de petites mesures, dont on voit pas très bien le rapport, parce que disons, enseigner son enfant à domicile, est-ce que vraiment ça va produire que 15 ans ou 20 ans après, cet enfant deviendra un terroriste? C'est une plaisanterie, quoi. Je suis convaincu que la propagande populiste et la lâcheté de la gauche européenne et italienne ont entraîné un conditionnement de l'opinion publique, un conditionnement qui est venu mieux et selon lequel les migrants sont perçus comme des envahisseurs. C'est une astuce qui a réussi. En ce moment, le monde populiste peut se permettre de ne pas parler d'emploi, de crime organisé. Il peut se passer de parler des grandes thématiques économiques parce que sa figure de proue, c'est de dire nous vous défendons contre les migrants, nous vous défendons contre toute l'Afrique qui souhaite venir en Europe. Ici, il n'y a pas assez de place pour nous, alors il n'y a pas de place pour eux. C'est un discours qui a réussi. Et donc, les principaux coupables, ce sont les politiques. Dernière question, Roberto Saviano, plus personnelle. Vous êtes toujours caché, protégé pour avoir écrit évidemment sur la mafia et sur la corruption. Nous, on se plaint un peu facilement du confinement, mais le vôtre, il dure depuis très longtemps, depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Sono 15 anni che vivo in pandemia. Oui, cela fait 15 ans que je vis une pandémie.
Mais c'est la pandémie de la Camorra, de la mafia italienne. Beaucoup d'amis m'ont écrit ces derniers mois et ils m'ont dit maintenant je comprends ce que c'est que de vivre emprisonné. Je suis toujours à l'intérieur, renfermée, et je me sens très coupable parce que cette vie, c'est moi qui l'ai créée. Je la regrette d'avoir fait ce choix et je suis à l'intérieur, loin du soleil. Et oui, je peux dire que c'est la faute de la Camorra, mais en réalité, je suis là parce que j'ai choisi de continuer de parler de ces thématiques. C'est moi qui ai organisé cette prison. Qu'est-ce qui me fait tenir? Eh bien, c'est un sentiment peu noble, la vengeance. Je veux me venger de ceux qui me font vivre comme ça. Aujourd'hui, en France, les choses les pires semblent normales. Tout le vocabulaire utilisé jusque-là qui semblait problématique et normalisé. Donc voilà, maintenant, quand j'utilisais peu Twitter jusqu'ici, un peu plus maintenant. Maintenant, tout ce que je remarque et je signale, le tweet, tout est normal en France. Et donc oui, c'est un événement qui est excessivement grave parce qu'il révèle la lâcheté ambiante et le deux poids, deux mesures. La lâcheté parce que, en fait, il y a des mots d'ordre du gouvernement et en dehors de ces mots d'ordre du gouvernement, donc lyncher les islamo-gauchistes, personne ne sait ce que ça veut dire, même si certains pseudo-intellectuels ont écrit des livres dessus. Personne ne sait ce que ça veut dire et on y va. Voilà, moi, on me dit que je suis islamo-gauchiste. Alors, je ne suis pas politiste, je suis géographe. Ce que j'en retiens, c'est une séquence, en fait, qui livre en pâture un enseignant-chercheur au titre de ses activités professionnelles. Voilà, moi je travaille sur des questions de frontières, j'aurais pu être prise à partie là-dessus. En fait, c'est au titre de mes responsabilités et pour avoir voulu régler un conflit entre deux collègues qu'aujourd'hui ma vie est en danger et que finalement j'ai obtenu j'ai obtenu la protection fonctionnelle de mon université. Une protection fonctionnelle, ça veut dire que mon université endosse les frais de justice qui sont liés au traitement de mon cas. Mais je n'ai pas de protection judiciaire. Pas de protection judiciaire. Elle a été demandée au début et en fait, on n'en a plus jamais entendu parler. Anne-Laure Amiladzari, ses propos, ceux de Klaus Kinzler et aussi ceux de Pascal Praud, vous avez décidé de les attaquer pour diffamation dans le cadre d'une plainte contre X. Pourquoi ? Diffamation et diffamation à caractère sexiste parce que, comme tout le monde, au moment des affichages, j'ai affirmé ma solidarité envers mes collègues et mon horreur face à l'affichage de leur nom. Et toute la communauté de Sciences Po Grenoble, contrairement à ce qui a été dit par les collègues, a également pris position publiquement pour eux. Mais j'ai ensuite fait l'expérience très malheureuse d'une attitude totalement opposée à celle que la ministre a montré, a exprimé dans l'extrait que vous avez présenté, puisqu'elle dit que c'est absolument insensé de livrer les dons d'enseignants-chercheurs à la vindicte publique des réseaux sociaux. Or, ça a été mon cas, mais deux poids, deux mesures. Suite à des tweets au moment de la publication du premier article de Marianne, le lendemain des affichages, suite à la parade télévisuelle de mon collègue, notamment dans cet extrait-là, je vais faire l'objet d'une campagne diffamatoire avec multiples menaces de mort. Donc oui, je porte plainte sur cette séquence-là. Je porte plainte par ailleurs pour cyberharcèlement et pour menaces de mort, puisque en fait, autant mes collègues qui supposément jetés à la vindicte publique sous prétexte de leur attitude islamophobe se sont ensuite exprimés en disant qu'ils n'avaient pas reçu de menaces, autant moi je fais l'objet de menaces de mort nombreuses et répétées.